Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat et à la une ce soir, le mariage pour tous validé par le Conseil constitutionnel. François Hollande promulguera la loi dès demain. Le chef de l'État annonce qu'il n'acceptera pas qu'on perturbe les mariages homosexuels. Réaction à suivre du sénateur socialiste et rapporteur de la loi au Sénat, Jean-Pierre Michel. Et les opposants au texte ne désarment pas. Frigide Barjot, la porte-parole de la Manif pour tous, maintient sa mobilisation du 26 mai. Pour elle, la décision du Conseil constitutionnel est une provocation. Elle parle d'un changement de civilisation. François Hollande passe à l'offensive au lendemain de sa conférence de presse. Le chef de l'État était de nouveau sur le terrain à Caen aujourd'hui sur le thème du logement. Hier, il a affiché sa volonté d'être à l'initiative en Europe. Débat dans ce journal à suivre. Bonsoir à tous. Le mariage pour tous a donc été validé par le Conseil constitutionnel. Eh bien, pour les sages, le mariage est un choix du législateur qui n'est pas contraire à la Constitution. Jean-Pierre Michel, sénateur PS de la Haute-Saône, vous étiez le rapporteur de ce texte au Sénat. Bonsoir, vous êtes en ligne avec nous, monsieur Michel ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, on imagine bien, que vous n'êtes pas surpris, mais peut-être soulagé par la décision du Conseil constitutionnel ? Alors, je suis soulagé, oui, parce qu'on attend toujours cette décision. Je ne suis pas surpris, car j'avais toujours pensé que notre texte était conforme à la Constitution et que d'ailleurs le travail qu'avait fait le Sénat, notamment sur ce qu'on appelait les articles balais, mais aussi sur des précisions en ce qui concerne l'adoption, rendait le texte encore plus sûr par rapport au Conseil constitutionnel. Et donc, j'ai toujours dit que, à mon avis, ce texte ne serait pas déclaré inconstitutionnel par le Conseil. Et je suis heureux qu'il soit promulgué demain par le président de la République. Ce que vous nous dites ce soir, c'est finalement grâce au travail du Sénat qui a peut-être déminé certains points qui auraient pu être censurés par les sages, que le texte a été validé aujourd'hui ? Je n'en suis pas sûr, mais je dis que le travail du Sénat a sûrement été un travail très favorable par rapport à l'ensemble du texte. Voilà. Alors, que dites-vous aux opposants? On a vu Frigide Barjot qui maintient sa manifestation. Je leur dis que le texte est maintenant va être promulgué au journal officiel. C'est un texte de la République. Il doit être respecté et appliqué par tous les citoyens. Voilà. Et puis ceux qui ne l'appliqueront pas, eh bien, se mettront en marge des lois républicaines, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout acceptable. On sait que certains maires refuseront de célébrer ces unions. Ils feront valoir leur clause de conscience. S'ils le refusent, je pense qu'ils seront démis par l'autorité préfectorale. Une dernière question, Jean-Pierre Michel. Les sages soulignent cependant que le texte ne reconnaît pas de droit à l'enfant pour les couples de même sexe. Est-ce que ça pourrait freiner les procédures d'adoption ? Pas du tout. C'est très bien que le Conseil dise cela. Il reprend ce qui est constant dans la loi, c'est-à-dire l'intérêt de l'enfant. En effet, toutes les lois qui s'occupent des enfants, des mineurs, parlent de l'intérêt de l'enfant. Qu'il s'agisse de l'adoption, qu'il s'agisse de l'assistance éducative par le juge des enfants, qu'il s'agisse même d'une sanction pénale prononcée par un tribunal des enfants, on parle toujours de l'intérêt de l'enfant. Et donc le Conseil ne fait que reprendre cette notion qui est constante dans notre droit depuis l'ordonnance de 45. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Michel pour votre réaction. Alors Tam Tranui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Alors cette validation par le Conseil constitutionnel, c'est une très bonne nouvelle ce soir pour François Hollande. Effectivement, une très bonne nouvelle pour François Hollande. En déplacement à Caen, le président de la République a d'ailleurs indiqué que la loi sera promulguée dès demain. Donc niveau calendrier, on peut penser que d'ici 3 semaines ou 1 mois, en tout cas dans la deuxième quinzaine de juin, les premiers mariages entre personnes de même sexe devraient pouvoir être célébrés. Le chef de l'État, lors de son intervention, a également prévenu, il refuse que l'on puisse perturber le mariage. C'est un avertissement aux opposants au mariage gay qui, vous l'avez dit, maintiennent leur manifestation prévue dimanche 26 mai. Pour François Hollande, il est maintenant temps de respecter cette loi. Je cite, « Des contestations ont eu lieu, mais aujourd'hui, c'est la loi et la loi de la République ». Le président de la République qui s'exprimait d'ailleurs de la mairie de Caen, où s'étaient rassemblés quelques opposants au mariage gay. Alors justement, les opposants au mariage gay, on l'a vu, qui ne désarment pas et qui vont être extrêmement déçus.
là-dessus? Effectivement, Brigitte Bardot a été très claire. Elle espérait au moins une réserve sur l'adoption. L'égérie du mariage pour tous a émis des doutes d'ailleurs sur l'indépendance, je cite, des juges du Conseil constitutionnel. Et c'est vrai que les questions relatives à l'adoption, c'était là le point faible du texte pour les constitutionnalistes. C'était la seule faille possible. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a bien réfuté l'idée de droit à l'enfant, érigeant l'intérêt de l'enfant comme une exigence constitutionnelle dans l'adoption, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Pierre Michel. Merci beaucoup Tam pour ces explications. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le mariage pour tous qui a donc été validé par le Conseil constitutionnel. La loi sera promulguée dès demain. Retour à présent sur la conférence de presse de François Hollande avec cette petite révolution en perspective dans les relations entre l'administration et les usagers. Le chef de l'État l'a annoncé hier, un vieux principe du droit sera bientôt inversé alors que le silence vaut actuellement rejet. Toute requête restée sans réponse sera désormais acceptée. Les explications de Louis Sibyl. C'est bien une petite révolution qu'a annoncé hier François Hollande. Désormais, quand les fonctionnaires ne répondront pas à une demande des usagers au bout de 2 mois, celle-ci sera acceptée et non plus refusée. Le but ? Simplifier et lutter contre l'inertie administrative. Mais certains syndicats de la fonction publique y voient déjà une source d'inégalité potentielle. Si c'est une demande purement administrative, si pour l'un, dans un département, l'administration va se taire et dans l'autre département, à côté, l'administration ne va pas se taire, pour la même demande, l'un peut avoir une réponse négative alors que l'autre bénéficiera de la procédure de silence. Autre problème, il s'agira de délimiter les champs d'application de cette réforme. Le président de la République veut qu'elle ait une incidence sur les sujets de la vie courante. Un permis de construire, un remboursement. L'administration devra répondre à toutes les demandes si elle ne veut pas perdre de l'argent. Et certains craignent un appel d'air à la fraude. Potentiellement, si la simplification dans un premier temps pourrait se comprendre, elle pourrait conduire derrière à nous priver de moyens d'investigation et de contrôle et de rectification d'une situation frauduleuse. Donc il y aurait effectivement, une fois de plus, une perte de recettes pour l'État dans une période où on est en plein débat sur la lutte contre la fraude fiscale. Je trouve que là vraiment on a quelque chose qui nous heurte quelque part dans la déclaration. Un texte de loi sera présenté en septembre pour délimiter les contours de ce qui pourrait bouleverser nos relations avec l'administration. Sortir l'Europe de sa langueur. Hier, François Hollande a voulu montrer qu'il reprenait la main sur la question européenne avec une initiative sur l'Europe en 4 points. Une vision européenne enfin assumée. Julie Hulin. Il voulait être entendu par l'Europe, c'est chose faite. Dans la presse européenne ce matin, les déclarations de François Hollande ne sont pas passées inaperçues. Des quotidiens qui soulignent le changement de ton du président français. Mon devoir, c'est de sortir l'Europe de sa langueur, celle qui l'a saisie, et de réduire la désaffection des peuples, qui ne peut que compromettre l'avenir même de l'Union européenne. Seuls 41% des Français seraient encore favorables à l'Union européenne. François Hollande leur présente 4 propositions. La principale, la création d'un gouvernement économique. Objectif, coordonner les politiques économiques, l'harmonisation fiscale et sociale. Une idée déjà portée par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, qui n'a jamais vu le jour. Deuxième axe, un plan pour l'insertion des jeunes, avec une mobilisation rapide du fonds de 6 milliards d'euros réservé à la jeunesse. Troisième point, une communauté européenne de l'énergie, pour coordonner les actions et mieux assurer la transition énergétique. Une idée là aussi déjà maintes fois évoquée et jamais mise en place. Enfin, dernier point, franchir une nouvelle étape de l'intégration en attribuant à la zone euro une capacité budgétaire avec la possibilité de lever un emprunt. Permettre aux pays de la zone euro d'emprunter ensemble les obligerait à mutualiser les risques. L'Allemagne s'y est jusqu'ici refusée. Pas sûr que ces idées suffisent à redorer l'image de l'Europe aux yeux des Français, mais Bruxelles a dès ce matin salué l'engagement profond pris par le président français en faveur de l'Europe, tout en précisant attendre des propositions concrètes. Et pour prolonger le débat sur la vision européenne de François Hollande, nos invités ce soir, le député européen Liem Hoang Ngoc, merci d'être avec nous, et Yves Bertoncini, donc vous êtes le directeur de Notre Europe, Institut Jacques Delors. Bonsoir messieurs. Alors on a vu hier lors de la conférence de presse cette volonté affichée de François Hollande d'être à l'initiative d'une nouvelle gouvernance. Est-ce que vous dites enfin ou au contraire vous êtes déçus par le discours que vous avez entendu du chef de l'État sur l'Europe? Je me tourne vers vous, Monsieur Hoang. C'est
le fruit d'un résultat engagé dès la victoire de la gauche l'année dernière. Et toute l'Europe aujourd'hui considère que François Hollande aujourd'hui relance le débat européen. Sous son impulsion, le débat sur les initiatives de croissance a été ouvert. Le pacte de stabilité aujourd'hui est désormais suspendu pour 2 ans, le temps de laisser respirer les économies pour soutenir la reprise. Donc il n'a pas fallu attendre hier pour qu'il reprenne la main sur l'Europe. La première année de son quinquennat a été marquée par des décisions fortes. Ça fait 6 mois que dans toutes les institutions européennes, au Conseil, l'exécutif agit. Au Parlement européen, nous insistons auprès de la Commission pour dire qu'il faut lever l'austérité. Et puis il y a aussi un débat qui est engagé aujourd'hui au Conseil, à la Commission et au Parlement sur l'avenir de l'Union économique et monétaire, à travers notamment l'idée d'une capacité budgétaire supplémentaire dans la zone euro, parce qu'aujourd'hui, on peut demander de la discipline budgétaire aux États, mais ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas, comme dans toute structure fédérale, un budget qui permette de gérer ce que les économistes appellent les chocs asymétriques ou de mener des politiques anticycliques en cas de récession. Et donc c'est ça qui est sur le tapis aujourd'hui. On va rentrer dans le détail des annonces de François Hollande, mais je me tourne vers vous, Monsieur Bertoncini, sur ce changement de cap, changement de stratégie de François Hollande quand même. Est-ce qu'il a repris la main sur les dossiers européens hier ? Moi, je ne dirais pas que c'est un changement de cap, c'est l'affirmation plus claire d'un cap qui avait déjà été fixé. Il assume sa filiation, vous qui venez de l'Institut Jacques Delors. Bon, on peut le dire, moi je le dirais à titre personnel, bien sûr. Le cap, c'est quoi? C'est la rigueur budgétaire. Parce qu'il faut le faire. Il l'avait d'ailleurs annoncé pendant sa campagne, un 0% de déficit public à l'horizon 2017. Il faut le faire parce que les excès budgétaires successifs pénalisent l'économie française, la compétitivité, et c'est parce que ceci sera fait, et de ce point de vue-là, le temps joue pour lui, qu'on peut davantage peser en tant que Français, qu'il peut peser au niveau européen pour une forme de réorientation. En tout cas, c'est parce qu'il a fait ça qu'il a été entendu effectivement sur la nécessité de mieux équilibrer, non pas l'austérité, il n'y a pas d'austérité en France, il y a de l'austérité en Grèce, au Portugal, en Irlande, oui, là il y a de l'austérité, les gens ont des salaires qui baissent. Non, pas l'austérité, mais la rigueur d'un côté et la croissance de l'autre. Là-dessus, il a été entendu. Mais est-ce que c'est un peu dommage finalement que la gauche attende toujours d'être acculée, que la France soit en récession pour se tourner vers l'Europe ? Écoutez, au moins sur le point précis de l'engagement budgétaire, du sérieux budgétaire, c'est un engagement de campagne. Donc là-dessus, on ne peut pas dire qu'elle a attendu l'Europe, c'était clair, net et précis. Sur la stratégie de compétitivité, en effet, dans sa campagne, il a été beaucoup moins clair et la France est attendue. Les réformes ont commencé, il y en a une sur laquelle il a insisté, sur la sécurisation des parcours professionnels, donc réforme du marché du travail. D'autres sont annoncées en matière de retraite. C'est parce que la France fera ça d'abord pour elle-même, qu'elle retrouvera, qu'elle renforcera son influence en Europe sur ces sujets. Parce que sinon, dernier point, sur les sujets externes, il a cité l'intervention au Mali, la France est influente. Mais aujourd'hui, l'essentiel du débat porte sur la zone euro, l'UEM, et la France trop souvent s'est comportée comme un chauffard qui voulait réformer le code de la route, c'est-à-dire le fonctionnement de l'UEM, et un chauffard dans ces cas-là n'est pas entendu. Alors justement, sur cette question de gouvernance économique de la zone euro, François Hollande a estimé qu'il était grand temps de muscler cette gouvernance. Est-ce que finalement c'est un désaveu pour l'Eurogroupe ? Il y a clairement un déficit démocratique aujourd'hui en Europe. On l'a vu sur l'affaire chypriote, on l'a vu sur le budget. Les égoïsmes nationaux et les arrangements au Conseil sont dommageables dès lors qu'il n'y a pas une délibération collective démocratique en Europe qui fasse par exemple que le Parlement, qui est codécisionnaire sur bien des sujets, donne de sa voix sur tous les sujets, notamment les sujets importants. Je vous donne l'exemple chypriote. Si le Parlement européen avait été mis dans la boucle, on aurait su que la garantie des dépôts inférieure à 100 000 euros avait été décidée en 2006. Et or, là, personne n'a rien dit au Conseil, parce que les arrangements entre les gouvernements au Conseil font que, comme les Chypriotes étaient d'accord avec cette affaire, tout le monde a fermé. Sur le budget, c'est exactement la même chose. Monsieur Cameron est entré dans la négociation en disant si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je fais un référendum chez moi et je m'en vais. Bon, et résultat des courses, on a un budget au rabais. Et donc sur toutes ces questions-là, il est nécessaire d'avancer vers plus d'Europe, vers plus de fédéralisme et vers plus de démocratie. Ça veut dire mettre du contrepoids par rapport aux arrangements des États au Conseil. Mais là, j'espère que le président va être porte-parole de ce saut fédéral dans l'avenir. Vous êtes d'accord sur cette vision d'un déficit démocratique en Europe ? Oui, ça sert d'ailleurs la proposition de François Hollande.
Il y a en tout cas un déficit de gouvernance. La crise de la zone euro l'a montré, le traitement de la crise chypriote était catastrophique. On ne peut pas confier le traitement de la crise chypriote à un président de l'Eurogroupe qui est un intermittent du spectacle, sachant que le spectacle en plus n'a pas été très bon, et puis qui ensuite rentre dans sa capitale. Donc là, l'idée française, qui est une vieille idée de gouvernement économique, là, elle peut trouver des points d'appui, et notamment celui-ci, un président stable. L'euro, c'est un bien public, il faut des gens à plein temps pour s'en occuper. Même chose en matière d'harmonisation fiscale. C'est une vieille idée française, ça date quasiment du traité de Rome. Donc il faut être subtil pour la faire avancer. On a désormais une taxe sur les transactions financières, ça existe, seulement 11 pays, mais enfin c'est quand même quelque chose. Et il y a aussi maintenant une nécessité de lutter contre la fraude fiscale qui a été clairement identifiée largement en Europe. Donc si les autorités françaises sont habiles, elles peuvent avancer ce genre d'initiative maintenant de manière à avoir davantage de succès que dans le passé. Dernier exemple. Il y a beaucoup de réticence quand même sur cette harmonisation fiscale, harmonisation sociale. Ça nécessite un changement de traité. Ça nécessite un changement de traité comme l'a évoqué à la marge le président de la République hier, parce que l'harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, par exemple, ou d'autres projets de réforme de la fiscalité en Europe existent. Il y a des rapports d'initiative au Parlement qui sont votés à une très large majorité. Or, le problème, c'est que ça, c'est décidé à l'unanimité au Conseil, parce que dans le traité, les questions fiscales sont traitées à l'unanimité. Et donc, il faudra nécessairement un jour poser le problème d'un changement de traité là-dessus, tout comme sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'emprunt pour financer la capacité budgétaire. Mais le gros problème, c'est que pour aujourd'hui, c'est pas mûr, et il faut faire la pédagogie de l'Europe en montrant qu'on peut faire l'Europe autrement que celle que nous ont proposée les conservateurs jusqu'alors. Il a également parlé de la jeunesse. On est à un an des élections européennes, l'euroscepticisme est en train de progresser. Comment le chef d'État peut-il remporter ce combat et faire en sorte que les Français renouent avec l'Europe, avec l'Union européenne? Bon, alors là-dessus, c'est sûr qu'il faut d'abord donner un nouveau cap, un nouvel horizon à la construction européenne, la réconciliation, la paix. C'est un succès d'ailleurs absolument incroyable, mais ça ne suffit plus pour les jeunes générations. Et c'est vrai que quand elles sont massivement au chômage, c'est d'autant plus difficile pour elles de croire à l'horizon européen. Bon, il y a une initiative pour l'emploi des jeunes, 6 milliards d'euros, c'est toujours ça. Ça fait 150 euros par jeune, c'est quand même pas énorme, mais c'est déjà ça, je dirais, c'est déjà ça. Au-delà, il faut donner d'autres projets, d'autres horizons. La communauté européenne de l'énergie, c'est un projet. L'intervention française, l'intervention de l'Europe dans le monde, et plus globalement l'Europe dans la mondialisation, c'est le grand projet porteur. C'est cela qu'il faut nourrir, et encore une fois, la France l'a fait au Mali, la France l'a fait quand elle propose la communauté européenne de l'énergie. Évidemment, la France est moins audible quand elle prend la tête d'une croisade pour le protectionnisme européen, ou des choses qui sont en revanche beaucoup moins bien accueillies partout dans les capitales nationales. Mais ceci dit, François Hollande n'a pas dit cela hier. Et pour conclure peut-être un mot de ce que François Hollande avait qualifié d'amicale tension avec Berlin. Est-ce que ça, la relation franco-allemande tendue actuellement, est de nature à apaiser l'euroscepticisme? Ce que François Hollande a pointé, c'est un débat entre la droite et la gauche, parce que nous travaillons de près avec le SPD, notamment pour montrer qu'on peut réorienter l'Europe vers autre chose que la direction dans laquelle Mme Merkel et M. Sarkozy nous ont orientés. Alors la tension amicale, tension parce que nous sommes en désaccord sur un certain nombre de sujets, mais amicale parce qu'on avancera nécessairement avec l'Allemagne pour faire de l'Europe quelque chose de constructif. Et là-dessus, nous avons un an pour établir la preuve que l'Europe, ça peut être autre chose que le chômage, les inégalités, la baisse du pouvoir d'achat, parce que sinon l'euroscepticisme montera. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de ce 19h. On a posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com, aux internautes. François Hollande est-il encore socialiste? On découvre ensemble les résultats. Ils ont répondu oui à 40%, non à 49% sur 302 votants. Une résolution a été adoptée cet après-midi à l'ONU. Elle place la Polynésie française sur la liste des territoires à décoloniser et affirme le droit inaliénable de la population polynésienne à l'autodétermination et à l'indépendance. Nous sommes en ligne avec Richard Toueva, le sénateur PS de la Polynésie française. Bonsoir monsieur, vous m'entendez bien ? Bonsoir, je vous entends très bien. Oui, alors vous meniez depuis plusieurs mois un lobbying intense avec le président indépendantiste Oscar Temaru. Une réaction, est-ce que vous êtes satisfait par cette décision de l'ONU ? Oui, absolument, puisque c'est le couronnement de tout un combat que le président Temaru, indépendantiste, donc, a commencé donc, depuis 1978
c'est-à-dire avant la cessation des essais nucléaires français en Polynésie française. Et donc aujourd'hui, 17 mai 2013, c'est le jour où l'Assemblée générale des Nations Unies a donc pris sa décision, qui est celle de réinscrire, puisque la Polynésie était déjà inscrite en 1946 et 47, et bien de réinscrire la Polynésie sur cette fameuse liste onusienne, c'est-à-dire qu'elle sera donc aussi un des interlocuteurs du comité de décolonisation à l'ONU. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire décoloniser? C'est ouvrir la voie à l'autonomie, l'indépendance? Alors, le système onusien est très simple. En fait, c'est plutôt le droit à l'autodétermination qui est d'abord à l'honneur. C'est un droit quand même qui constitue l'ADN même des Nations Unies. Et à partir de l'exercice de ce droit-là, c'est un processus démocratique qui est mis en place et un cadre institutionnel qui est mis en place pour que tel ou tel territoire que l'on qualifie de non autonome, c'est le cas de la Polynésie française, bien à partir d'aujourd'hui, puisse donc à un moment donné se diriger vers un référendum d'autodétermination qui aboutirait vers 3 options. La première, c'est l'indépendance. La deuxième, c'est soit l'association avec l'État, ou la troisième, c'est la départementalisation. Alors, la France n'a pas participé à la séance de l'ONU. Que vous inspire l'attitude de Paris? Alors, c'est vrai que il faut noter effectivement que la résolution polynésienne, si je puis m'exprimer ainsi, a été adoptée par consensus. C'est-à-dire que l'Assemblée générale n'a pas eu d'objection et d'opposition formelle préalable au vote. Il se trouve par contre qu'effectivement la puissance administrante, c'est le terme utilisé par l'ONU pour des pays comme la France, pour désigner la France, la Polynésie, voilà, ne s'est pas présenté donc lors de la session en question, ce qui est quand même un petit peu de mauvais augure pour peut-être la suite des travaux au sein du comité de décolonisation. Très bien, eh bien écoutez, merci beaucoup Richard Toueva d'avoir été en ligne avec nous ce soir. Plus de 750 policiers et gendarmes déployés devant l'ensemble des lycées du Bas-Rhin après des menaces de fusillade sur Internet. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver un adolescent qui a posté un long message sur le web dans lequel il envisage de commettre une fusillade. L'avenir politique de Martine Aubry s'éclaircit après l'annulation de sa mise en examen dans l'affaire de l'amiante. La maire de Lille était poursuivie pour homicide et blessures involontaires pour son rôle au ministère du Travail entre 84 et 87. L'ex-première secrétaire du PS s'est réjouie qu'aucune faute ni négligence, je cite, ne peut lui être imputée dans le drame de l'amiante. En revanche, les victimes se sont insurgées contre le fait que la Cour d'appel de Paris ait aussi blanchi 8 autres personnes et nié l'influence des lobbies. Même si la réforme de l'assurance maladie n'est pas encore à l'ordre du jour, des pistes sont déjà envisagées. Parmi elles, rembourser les frais médicaux en fonction des revenus. Une proposition choc que nous détaille Sophie Normand. Voilà une nouvelle piste pour réformer l'assurance maladie. Instaurer un système de franchise et de plafond proportionnel aux revenus des assurés sociaux. Une proposition pour rembourser les soins de ville qui s'appuie sur un constat. On a une qualité, une prise en charge des soins de ville en France qui s'est dégradée considérablement dans les dernières années et qui s'est dégradée pour arriver à une situation qui est profondément inégalitaire. Le système qu'il propose reviendrait à réduire la couverture de l'ensemble des assurés pour améliorer celle des personnes qui nécessitent davantage de soins. Une idée difficile à mettre en place. Elle pose des problèmes sérieux de mise en œuvre parce qu'elle se suppose que l'assurance maladie connaisse votre revenu. Elle pose le problème des mutuelles. Ce qui est clair, c'est qu'on a besoin de regarder ou re-regarder le ticket modérateur, mais je ne suis pas sûr que cette idée soit aussi bonne que ça parce que, en fait, les gens paieraient 2 fois. On paye une fois proportionnellement en fonction de son revenu et on paierait une deuxième fois en étant plus ou moins remboursé parce qu'on est riche. Le mécanisme est déjà appliqué à l'étranger, en Suède, en Suisse ou encore en Allemagne. En France, elle n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour des pouvoirs publics. Comme tous les vendredis, retour sur les temps forts de l'actualité du Sénat avec Nadia Belromari. Le Sénat réécrit complètement le premier volet de la décentralisation qui traite des compétences des collectivités et crée les métropoles. Il a supprimé le pacte de gouvernance territoriale qui était l'une des nouveautés.
Autre modification qui concerne la répartition des compétences entre départements et communes. Le texte sera examiné à partir du 30 mai. Investir près de 12 milliards d'euros d'ici à 2017 pour détecter les pépites industrielles et aider les PME à grossir, c'est la stratégie de la Banque publique d'investissement défendue par son directeur général mercredi. La doctrine, c'est la loi. Elle n'est pas indicative. Elle est contraignante. Mais la BPI pourra aussi sauver des entreprises en difficulté. Sa stratégie doit être adoptée le 30 mai. Mardi, le président de la Fédération internationale de tennis est venu défendre sa politique de lutte contre le dopage, mais sans vraiment convaincre. Il semblerait, mais je suis sans doute mal informé, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, il n'y a jamais de contrôle positif. Donc est-ce que le tennis serait un sport complètement à l'abri des phénomènes de dopage? Je pense que nous avons, comme tous les sports, des cas positifs. Et si je comprends bien, en vous écoutant, dans le tennis, tout va bien dans le meilleur des mondes. Autre sport, autre méthode, le cyclisme, l'un des sports les plus contrôlés selon Laurent Jalabert. Et puis, cette confidence sur son expérience pendant les années 90. Quelquefois, effectivement, j'ai fait usage donc, de produits parce que c'était nécessaire pour des lésions qui étaient avérées. Mais j'ai pas, ce que je peux vous assurer, c'est qu'à aucun moment, je n'ai cherché, par quelque manière que ce soit, à rencontrer des médecins, à rencontrer qui que ce soit pour essayer d'améliorer mes performances. On était soignés. J'ai jamais dit le contraire. Et ça, je l'ai toujours soutenu. On était soignés. Est-ce qu'on était dopés? Moi, je crois que non. Moi, je crois que non. Mercredi prochain, ce sera au tour du président de la Fédération française de cyclisme d'être entendu. 18 millions de salariés concernés par la réforme de l'emploi, adoptée définitivement mardi. Son principe, la flexi-sécurité, qui accorde plus de souplesse aux entreprises en période de difficulté, tout en garantissant une protection accrue des salariés. Un donnant-donnant qui ne convainc toujours pas la gauche de la gauche. Ce projet de loi acte la transposition dans notre droit interne de toutes les exigences portée depuis des décennies par le MEDEF. L'UMP a saisi le Conseil constitutionnel. Qui risque dans les mois Et avant de terminer cette édition, je vous rappelle la principale information. Le Conseil constitutionnel a donc validé la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe. Nous sommes en ligne avec Hervé Mariton, député UMP de la Drôme. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Brigitte Bardot a estimé que la décision du Conseil constitutionnel était une provocation. Est-ce que vous partagez cet avis? En tout cas, c'est une tristesse. Le Conseil constitutionnel aurait pu décider que le mariage, la filiation d'un père et d'une mère étaient des principes de nature constitutionnelle. Il n'a pas fait ce choix. Alors, à dire vrai, c'est une tristesse, c'est en même temps une responsabilité, parce qu'au fond, pour dire les choses clairement, le Conseil constitutionnel nous dit que le mariage, la filiation, ce n'est pas dans le marbre. Ça n'est pas dans le marbre de la République. Ça, c'est assez triste. Mais ça veut dire aussi notre responsabilité politique, puisque ça n'est pas dans le marbre, à préciser ce que nous ferons demain. Demain, en cas d'alternance, le Conseil, au fond, banalise, ce qui est triste, je le redis, le mariage, la filiation au rang d'une loi ordinaire. Mais ça veut dire alors qu'une loi ordinaire peut changer. C'est la nature même de la démocratie. Ce qu'une loi fait, une autre loi peut le corriger, le refaire, le défaire. Eh bien oui, nous aurons en responsabilité, en 2017... Est-ce que pour vous, la prochaine, avant 2017, Hervé Mariton, la prochaine échéance, ce sera peut-être la loi sur la famille, où là aussi, vous allez continuer le combat? Hélas, 3 fois hélas, le gouvernement a en effet, vous le dites très bien madame, dans son projet, une perspective de défaire le modèle familial au nom de l'éclatement des modèles familiaux. Écoutez, il se peut en effet qu'il y ait des circonstances de la vie très diverses, pour autant, l'intérêt de l'enfant, l'intérêt des couples, l'intérêt de la société, c'est bien celui de ce que j'appelle une famille durable. Et donc, bien sûr, il faut rester mobilisé contre ce projet de destruction de la famille, contre la mise en cause des allocations familiales. Le président de la République, hélas, l'a confirmé dans sa conférence de presse hier, contre la mise en cause du quotient familial. Il y a donc beaucoup à mobiliser pour la famille, comme il faut dire, puisque la loi Taubira n'est pas dans le marbre, eh bien que nous ne nous résignions pas, et que lorsque la démocratie le permettra, c'est un sujet de démocratie, eh bien nous porterons un autre projet, un meilleur projet pour les Français.
Merci beaucoup Hervé Mariton d'avoir été en ligne ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et merci à ceux qui l'ont préparé, notamment à Fanny Anotre, notre éditrice dont c'était la dernière édition ce soir. On lui souhaite bon courage pour la suite. Bonne soirée et bon week-end à tous.